Salut les tisseurs de fibres, c'est François Tariel, docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. Bienvenue dans ce second podcast que je consacrerai à vos questions. J'ai choisi quelques questions parmi les commentaires de mes 3 dernières vidéos. On commencera par celle qui traite de musculation et on continuera sur celle de nutrition. Je commence avec celle d'Olendur. Quand je te vois faire des pistoles, je suis jaloux. J'ai un manque de mobilité articulaire dans les chevilles et les hanches. Quelques petits exercices, point d'interrogation. Alors pour les novices, il faut savoir qu'un pistol squat, c'est un squat, donc une flexion de jambe, qu'on réalise que sur une jambe. On part de la position debout, donc on appuie sur un pied, on va dire le pied gauche. La jambe droite, donc la jambe libre, tendue vers l'avant. Pour s'équilibrer, on tend les bras devant, à l'horizontale. Et là, on commence à descendre en fléchissant la jambe d'appui, la jambe gauche, tout en reculant les fesses. Si on ne recule pas les fesses, on risque de tomber en arrière. Arrivé en bas, on pousse donc sur la jambe d'appui, la gauche, pour faire le mouvement inverse et revenir à la position de départ. Donc c'est ça un pistol squat, c'est un squat sur une jambe avec la jambe libre tendue devant. Alors il y a 3 choses essentielles pour la réalisation d'un bon pistol squat. D'abord, il faut être fort, parce qu'il n'y a qu'une seule jambe qui va soulever tout le poids du corps. Ensuite, il faut être équilibré, parce que la surface d'appui au sol est toute petite, ce qu'on appelle le polygone de sustentation, sur un squat sur 2 jambes. Le polygone de sustentation, c'est l'espace des pieds plus l'espace compris entre les 2 pieds. Et il suffit que la projection du centre de gravité soit comprise dans cette surface de sustentation pour maintenir l'équilibre. Et troisième chose, comme tu le dis, la souplesse. D'ailleurs, pour Christophe Cario, le squat, comme le squat sur une jambe, se travaille d'abord en position basse. C'est-à-dire qu'il faut être capable de tenir cette position avec le pied d'appui à plat, la jambe libre tendue devant et le dos droit pour pouvoir ensuite travailler la force de la montée. Donc dans la position basse, la cheville d'appui est en flexion totale, intense, comme le genou et comme le bassin. Si tu veux travailler ta souplesse au niveau de la cheville, tu peux commencer par étirer ton tendon d'Achille, en restant par exemple accroupi, en position de squat sur 2 jambes. Pour les genoux, il faut que tu apprennes à rester en position assise 1 ou 2 minutes sur les genoux. Tu peux même essayer de te pencher plus ou moins en arrière, voire reposer complètement ton dos au sol. Ensuite, pour étirer le bassin, la meilleure solution, c'est de te tenir debout, les jambes très légèrement fléchies, et de te pencher le plus bas possible, de plaquer ton buste contre tes cuisses. Alors une fois que tu as fait ces petits étirements-là, tu peux reprendre la position de squat basse sur 2 jambes, et sans remonter, en restant accroupi sur tes 2 jambes, tu vas soulever une jambe, la tendre devant pour rester que sur l'autre pied, sans te déséquilibrer. Mets bien tes bras devant, tendus pour rester équilibré, pas basculer en arrière. Ensuite, tu reposes tes 2 pieds au sol et tu vas décoller cette fois-ci l'autre jambe. Et tu vas alterner comme ça, d'un côté, puis l'autre. Tu peux faire ça 2-3 fois sans te relever. Au début, tu vas basculer en arrière, tu auras besoin de mettre tes mains derrière ou sur les côtés pour pas tomber, c'est normal, parce que la souplesse ne sera pas encore totalement au rendez-vous, mais continue cette routine. Et bientôt, tu n'auras plus besoin de te pencher autant en avant, tu n'auras plus besoin de mettre une main au sol ou d'arrondir complètement ton dos pour tenir. Et une fois que tu maintiendras bien cette position de squat basse, tu pourras travailler ta descente. Tu pars de la position debout, et tu travailles la descente jusqu'à te trouver complètement accroupi. Et ensuite, une fois que tu maîtrises la descente, sans prendre trop de vitesse, tu peux essayer de travailler sur la remontée. Deuxième question de Nicolas Cousin. Pour ma part, j'aimerais que tu éclaircisses quelque chose. Dans la méthode de Gasquet, on travaille la sangle abdominale de manière très fonctionnelle avec du gainage. Je sais à quel point le gainage est important pour tout sportif qui veut perdurer. Cependant, on entend de tout et de rien concernant les crunchs. Je sais que s'ils sont mal exécutés, ils peuvent gravement nuire à la colonne vertébrale. Et qu'en les faisant en hypopressif, c'est parfait. Le thème de la sangle abdominale pourrait être sympa. Ok ? Alors, pour répondre à ta question, déjà pour éclaircir aux auditeurs, pour éclaircir les auditeurs.
Bernadette de Gasquet, c'est l'auteur du livre « Abdominaux, arrêtez le massacre ». C'est un médecin, professeur de yoga, et dans sa méthode, elle préconise les exercices de travail de la sangle abdominale, aidés de la respiration, pour presser le ventre vers l'intérieur, de manière à remonter les organes et surtout éviter de les descendre. Ça permet de rentrer les organes, de donner donc un ventre plat et de bien placer, bien positionner la colonne vertébrale pour éviter les douleurs dorsales. C'est un type d'exercice bien adapté, par exemple pour les femmes enceintes qui souhaitent remonter leurs organes sans presser sur le périnée vers le bas. Alors je pense que ce type de travail, c'est une bonne base pour tout le monde, parce qu'il développe la première fonction des abdominaux, qui est le maintien du squelette et des organes. Alors une très bonne façon de procéder, c'est par exemple de faire le mouvement de la planche, ou alors des pompes, avec un gainage parfait, le bassin bien aligné avec les épaules, les genoux et les chevilles. Mais il faut savoir aussi que les abdominaux ont également un rôle dynamique qui est négligé par ce travail statique et hypopressif. Ils servent en fait à ramener les jambes vers l'avant, par exemple quand on sprint ou quand on saute. Et pour progresser en course et en saut, c'est donc important de pratiquer également des exercices d'abdominaux en dynamique, comme les toes to bar, ce qu'on fait souvent en crossfit, les sit-ups ou les crunchs. Alors attention, tous ces exercices doivent être bien maîtrisés pour éviter les déplacements vertébraux. S'ils sont faits trop vite, là on risque de se faire mal au dos. Alors mon avis est que aucun mouvement n'est mauvais s'il est bien contrôlé de A à Z, bien ressenti, qu'on le fait d'abord lentement et qui ne procure pas de douleur, qui génère une brûlure sur la zone musculaire travaillée. Il faut aussi savoir que les crunchs et les sit-ups travaillent essentiellement le haut des abdominaux et qui doivent être alternés avec des exercices pour le bas pour développer harmonieusement le grand droit de l'abdomen et pas se retrouver avec les carrés de chocolat en haut et un bas du ventre proéminent. Alors Nicolas pense au passage, si tu fais des abdos, évidemment entraîner les lombaires et les obliques pour équilibrer ta sangle abdominale à 360 degrés. Question de Clément Bourdon, qui me dit « Tu es médecin du sport, tu pourrais peut-être me renseigner. Ayant une hernie discale en L5-S1 et forte tendance au sciatique, j'ai remplacé le squat par du leg extension, une séance en lourd, 8-10 répétitions, et une plus légère, 10-15 répétitions. Je fais un PPL x2. Je pense qu'il veut dire je fais un push-pull legs 2 fois par semaine, c'est-à-dire une séance pour les extenseurs du haut, une séance pour les fléchisseurs, une séance pour les jambes. Ça fait 3 séances qui répètent 2 fois. Est-ce que ça te semble suffisant pour travailler les quadriceps ? À la limite, est-ce qu'il serait profitable que je fasse 2 séances à 10-15 répétitions, mais alterner leg extension assis et leg extension allongé d'une séance à l'autre ? Merci pour ton éventuelle réponse. Alors salut Clément, donc je suis pas exactement médecin du sport. Je suis docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. Petite parenthèse, j'ai suivi une formation STAPS à l'université et j'ai passé un doctorat sur le thème du contrôle du mouvement par le cerveau et de la simulation mentale des gestes dans le cortex. Donc j'ai pas exactement les mêmes compétences qu'un médecin du sport. Mais à côté de ça, j'ai suivi une formation STAPS qui est assez large sur la préparation physique, l'anatomie, etc. Et par ma pratique et mon métier de coach sportif individuel, j'ai quelques compétences qui me permettent de répondre à ce type de questions. Mais dans ton cas, pour travailler tes jambes sans titiller ta sciatique, les exercices qui mettent pas de pression sur le dos sont les bienvenus. En l'occurrence, le leg extension, c'est un très bon choix, mais à compléter absolument avec du leg curl pour travailler tes muscles antagonistes. C'est comme quand on fait les abdos, il faut faire des lombaires. Sinon, il y a des déséquilibres posturaux qui se créent, déséquilibres aussi visuels. On a l'avant plus musclé que l'arrière. Donc, compense absolument avec du leg curl pour équilibrer l'avant et l'arrière des cuisses. Tu peux rester sur cette fréquence de 2 entraînements de jambes par semaine en pratiquant les 2 variantes pour les quadriceps que tu m'as dites, c'est-à-dire allongé et couché, sur 5 séries chacune. Moi, ce que je te conseille, si tu veux faire du lourd et du léger, c'est de faire une séance lourde et une seconde plus légère, avec plus de répétitions.
Si l'espace entre tes séances n'est pas régulier, il vaut mieux que la séance lourde arrive avant la séance légère qui va permettre de récupérer. Mais moi, tant qu'à faire sur ta séance légère, je ferai plus que 10-15 répétitions. J'irai taper plutôt dans les 20 voire 25 pour travailler davantage sur le ressenti musculaire, sur la capillarisation de tes muscles, apporter du sang à tes cellules. Tu peux essayer de rajouter du squat au poids de corps pour travailler ta coordination, ta souplesse de cheville, de genoux et de bassin, comme j'en parlais dans la question précédente. Et vu que tu ne mettras pas de poids sur ton dos, sur les squats au poids de corps, a priori, tu n'as pas de souci pour ta sciatique. Privilégie des séries longues de squats au poids de corps, en fin de séance, plutôt pour brûler tes cuisses, travailler ta souplesse et ton endurance cardiovasculaire, après tes leg extensions et tes leg curls. Deuxième question de Clément Bourdon qui m'a rajouté « Et j'ai souvent les orteils engourdis après une séance de squat, même 48 heures après. Je ne sais pas si c'est lié, mais dans le doute, je préfère stopper le squat. » C'est peut-être parce que tu charges trop et si tu fais des squats barre derrière, tu peux avoir une compression qui se produit au niveau de ta sciatique. Donc au niveau des nerfs. Et là, ça peut créer effectivement des fourmillements, des engourdissements au niveau de tes orteils. Alors, comme je t'ai dit, essaie de le faire au poids de corps. Et si vraiment tu souhaites mettre du poids, pratique d'autres versions moins traumatisantes pour le dos, comme le squat barre devant, le hack squat dans l'idéal, là le dos reste parfaitement vertical, le sissy squat, là tu n'as pas besoin de mettre de poids, le dos est peu traumatisé, ou même la presse à cuisse, alors là tu n'auras rien qui appuiera sur le dos, et ça t'offrira en plus un travail global de tes membres inférieurs. À condition évidemment que tu disposes d'une bonne presse à cuisse qui soit si possible adaptée à ta morphologie, ce qui n'est pas toujours évident pour des personnes qui ont des fémurs longs et qui ont donc plus de mal à être confortablement installées sur la presse à cuisse. Je continue avec la question de Patrice Meurger qui, suite à ma vidéo sur mon entraînement de musculation au poids de corps du moment, m'avait écrit « Combien de temps gardez-vous le même entraînement avant d'en changer ?» C'est une très bonne question. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir garder toujours le même entraînement. Mais en fait, quand est-ce que je change? Quand je vois que je progresse plus et ou que je m'ennuie sur les exercices. Dès que je dépasse ce seuil d'ennui, je crée un nouvel entraînement pour relancer ma motivation. Mais idéalement, j'aimerais bien trouver le type d'entraînement idéal, entre guillemets, même s'il n'existe probablement pas, qui me procure toujours du plaisir et des résultats en permanence. Mais dans la pratique, c'est pas le cas et en fait, je change d'entraînement peut-être dans le pire des cas toutes les semaines et dans le meilleur des cas, un même entraînement peut me rester peut-être 2-3 mois avant que j'éprouve le besoin d'en changer. Question de Guigui Rocco. J'adore ton concept et ça travaille énormément les muscles. Ça a tellement de potentiel et de fraîcheur dans les exercices au poids de corps. J'ai enfin trouvé mon sport. LOL. Donc s'il te plaît, arrête pas et continue de développer ça. Je déteste les pompes. LOL. Quel exercice aurais-tu pour bien travailler les pectoraux? C'est vrai qu'au poids de corps, si tu détestes les pompes, c'est un petit peu gênant pour travailler les pectoraux. Il existe d'autres exercices qui travaillent les pectoraux, mais pas de manière aussi générale. Par exemple, les dips, qui demandent un peu plus de force que les pompes, étant donné que là tu soulèves tout le poids de ton corps. Mais les dips vont travailler essentiellement le bas des pectoraux. Généralement, on a tendance à avoir un bas des pectoraux beaucoup plus développé que le haut et à manquer donc de haut de pec. Donc pour le haut de pec, alors il y a des exercices de pompe où tu rapproches les pieds de tes mains, ce que j'appelle les pompes épaules ou les spike push-ups, dans lesquels donc les fesses sont en l'air. Et on va descendre un petit peu à la manière d'une pompe en équilibre, ou des handstand push-ups comme on appelle ça en crossfit. Donc là, tu vas travailler plus sur le haut des pectoraux, comme ce qu'on fait sur du développé incliné avec la barre ou avec des haltères. Après, si tu n'aimes pas les pompes, peut-être que tu n'aimeras pas non plus cet exercice. Si tu disposes de sangles, tu peux travailler tes pectoraux de manière très ciblée, en isolation avec les sangles. Comment tu fais? Tu te mets debout, une sangle dans chaque main, pied à peu près en dessous de l'attache des sangles, et tu vas écarter
tes bras penchés vers l'avant. Tu vas avoir tes bras qui vont s'écarter sur les côtés comme une croix et tu vas remonter en serrant tes mains. En fait, c'est exactement l'équivalent de l'écarté couché en musculation avec haltère. On continue avec une question de Emerlin François. Emerlin, j'ai dû écorcher ton nom, je suis désolé. Tu me demandes, œuf bio ne signifie pas nourri en partie avec graines de lin, non? Le label bleu blanc cœur par contre, lui le garantit, point d'interrogation. C'est en référence à une vidéo que j'ai faite sur mon plan nutritionnel actuel où je dis de consommer des œufs bio parce que les jaunes qui contiennent les graisses renferment plus d'oméga 3 que les œufs non bio qui, eux, contiennent des oméga 6 essentiellement. Donc visiblement, c'est pas forcément vrai. Alors j'ai fait ma petite recherche et voilà ce que j'ai découvert sur le net. Concernant les œufs bleu blanc cœur, alors l'information me vient du site magasin-u.com. Donc j'apprends que les œufs bleu blanc cœur sont nourris à partir de végétaux riches en oméga 3, par exemple des graines de lin. Donc ça peut être d'autres sources végétales, je pense. Mais ça garantit une concentration en oméga 3 environ 3 fois supérieure à celle de classique. Et une concentration en acide gras DHEA 1,5 fois supérieure aux œufs classiques. En ce qui concerne les œufs bio, en revanche, j'ai pas trouvé d'informations disant qu'ils sont nécessairement nourris aux graines de lin, mais simplement que 95% des aliments qui ont nourri les poules doivent être d'origine biologique. Donc effectivement, c'est pas une obligation. Et si vous avez peur de manquer d'oméga 3, une source très bon marché et très riche en oméga 3, justement, c'est les graines de lin. Alors, si on les donne pas forcément aux poules, au moins consommez-les directement. N'oubliez pas de les broyer avant, parce que sinon, elles sont beaucoup moins assimilées. Question de Sedensu. Attends, tu bois 5 litres d'eau par jour, 4 points d'interrogation, mais tu passes combien de temps aux chiottes? 4 points d'interrogation. Et niveau logistique, c'est pas trop la merde? 3 points d'interrogation seulement. Et les reins, ça va? 4 points d'interrogation. Et au travail, ça se fait pas trop remarquer. Moi, c'est limite déjà avec 2 litres par jour. Je passe mon temps à faire des allers-retours. Des fois, on me regarde chelou. Alors, Sedensu. En moyenne, je bois pas 5 litres par jour. Je bois 3 litres. 5 litres, c'est vraiment s'il fait chaud. Je peux aller au-delà d'ailleurs si vraiment je transpire beaucoup. Mais en moyenne, c'est 3 litres que je répartis essentiellement le matin. Pourquoi le matin? Parce que au réveil, lorsque je bois, je sais que je vais pas tout de suite digérer l'eau et que j'en ai pour 3 à 4 heures avant d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc ça me permet de faire mes activités le matin, de donner mes cours, de rentrer le midi pour déjeuner, et donc ça tombe bien, c'est le bon moment pour aller faire mes petites affaires. Et je suspecte aussi ma vessie de s'être agrandie depuis que je bois 3 litres par jour. Question de Léo Perel. Salut François, je me demandais, tu utilises un logiciel en particulier pour calculer précisément les macros et leur contenance ou tu le fais toi-même? Effectivement, j'ai oublié de le préciser dans ma vidéo sur mon plan alimentaire. J'utilise un logiciel sur internet qui s'appelle Chronometer, qui est très très performant parce qu'il permet le calcul des micronutriments, en plus des macronutriments. Les acides aminés, les vitamines, les minéraux, teneurs en caféine, en fibres, en eau, en amidon, en oméga 3, en oméga 6, en cholestérol, en acides gras saturés, en acides gras trans. Évidemment, ça calcule aussi les calories, les protéines, les glucides et les lipides, mais c'est surtout pour tout le reste que j'utilise, parce que sinon je pourrais le faire moi-même. C'est très pratique, par exemple, si vous voulez savoir si vous ne manquez pas d'oméga 3, ou si vous ne manquez pas de calcium, ça prend en compte tout ce qui est contre tous les aliments ou presque. Alors il y a quelques aliments qui ne sont pas renseignés, par exemple les œufs bio, les acides aminés ne sont pas tous renseignés. Vous savez combien il y a de protéines, mais vous ne savez pas exactement pour quel type d'acides aminés essentiels. Mais voilà, c'est un outil de calcul très puissant pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la nutrition. Le site c'est chronometer.com. chronometer.com. Question d'Amandine A. Je te découvre et vraiment ce podcast est top, bravo. Tu parles un peu du jeûne à la fin en disant qu'il faut éviter de le prolonger pour ne pas diminuer le métabolisme. Mais que penses-tu du jeûne intermittent
en permanence, sans diminuer ses apports sur le reste de la journée, est-ce que le métabolisme diminuerait quand même? En théorie, je crois que non. D'après des études et des vidéos de Thierry Casasnovas que je regarde, il n'y a pas de ralentissement sur du jeûne intermittent, c'est-à-dire sur un jeûne de 16 heures suivi de 8 heures durant lesquelles on peut s'alimenter. À condition, comme tu le dis, de garder un apport calorique total sur la journée qui soit équivalent. A priori même, le jeûne intermittent permettrait de donner un petit coup de boost, parce qu'il permet une sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline et d'hormones de croissance. Ce qui fait que théoriquement, ça pourrait même stimuler la prise de masse. Après ça, j'en suis pas convaincu au niveau musculaire. D'ailleurs, d'expérience, j'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant 2 mois et demi. Effectivement, j'ai gardé à peu près les mêmes calories. J'ai pas noté de prise de poids. Au contraire, j'ai perdu du poids. J'ai l'impression d'avoir bien séché, d'avoir perdu de la graisse. J'ai également perdu beaucoup de muscles. Mon métabolisme, voilà, n'a pas l'air d'avoir diminué. Et j'avais en plus de ça une bonne énergie. Et c'est vrai que niveau logistique, c'est assez pratique. Ça permet de ne pas avoir à se mettre à table régulièrement. Ça permet de réguler la faim. Ça permet à son corps aussi de mieux utiliser les graisses, étant donné qu'il n'a plus de glucides à disposition. Donc attention à ne pas baisser les calories pour pas risquer de diminuer ton métabolisme. Et voilà, sinon je peux te conseiller le jeûne court, à ne pas prolonger sur plus de 16 heures, surtout pas sur plusieurs jours, si ton objectif c'est de perdre du poids, sinon tu risques vraiment de diminuer ton métabolisme. J'ai peur que ce soit plus récupérable par la suite. On reste dans la nutrition avec Tough at Form, qui me dit « Sympa le podcast, j'aime bien ce format. Quand je vais marcher ou rouler en vélo, voiture c'est sympa, on peut bien faire le focus sur les sujets abordés. » Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un métabolisme bousillé depuis l'enfance? J'ai eu des problèmes de poids, régime et tout le tout team. Si tu pouvais faire un podcast sur le sujet, des gens comme moi au métabolisme de tortue, ça serait cool. Des fois, rien qu'en regardant des aliments, c'est limite si je prends pas du poids MDR. Je sais pas si je ferai un podcast spécial sur le sujet. À voir. Il faudrait que je fasse des études avant. Alors, je connais quelqu'un qui connaît très bien le sujet, c'est Mike Hauser, dont j'ai déjà parlé de la chaîne. Je vais mettre le lien dans la description, qui fait de la musculation depuis un bail, qui a un métabolisme très très lent suite à, comme toi, beaucoup de régimes, de perte de poids draconienne. Donc lui, il a fait pas mal de vidéos là-dessus, sur les métabolismes lents, et je t'invite à visiter sa chaîne. Cependant, plus t'enchaînes les régimes yo-yo, plus ton métabolisme se ralentit et tu peux pas le récupérer par la suite. À force de faire des régimes yo-yo, en fait, ton poids de référence, le poids pour lequel tu es en bonne santé, tu es stable, augmente. À chaque régime, ce poids augmente. En revanche, je peux te conseiller, comme je disais plus haut à Amandine, le jeûne intermittent qui permet de relancer le métabolisme, d'utiliser des graisses. Également la musculation évidemment, parce que le muscle c'est le plus gros consommateur d'énergie du corps. Donc plus tu as de volume musculaire, plus tu auras un gros métabolisme. Niveau alimentation, évite les glucides, prends vraiment ce qui est nécessaire, c'est-à-dire des aliments qui t'apportent autre chose que des glucides, comme les fruits qui vont t'apporter de la vitamine C, de la vitamine A, qui vont t'apporter des fibres, à travers les céréales complètes qui vont t'apporter des vitamines du groupe B. Essaye de consommer ces glucides a priori dans l'après-midi ou le midi, enfin ou les deux. Et en fait, ces vitamines du groupe B que tu auras à travers les céréales complètes, donc pas raffinées, vont permettre le métabolisme des glucides, des lipides et des protides. Donc si tu manques de vitamines du groupe B, il est normal que ton métabolisme soit à ras les pâquerettes. Au niveau de ton stress et de ton sommeil, il y a certaines personnes chez qui le manque de sommeil et le stress entraînent une perte de poids, mais d'autres chez qui l'effet sera complètement inverse. Chez les métabolismes lents, ce sera plutôt une prise de poids. Donc vérifie que tu dors suffisamment, que tu te décontractes, que tu n'es pas trop stressé. Si tu peux te faire de la méditation pendant 10 minutes au moins par jour, de la relaxation, prendre du temps pour te poser hors des écrans, pour lire, voilà, vérifie que tu dors bien. Si tu manques de sommeil, tu auras un manque d'énergie et donc un métabolisme dans les chaussettes. En revanche, le jour, essaye d'être actif, bien distinguer les phases de sommeil et les phases d'activité. Tu peux marcher au moins 1 heure par jour.
en plus de la muscu. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Alors comme je vous le disais en début de podcast, n'hésitez pas à l'avenir à me poser des questions en rapport avec la muscu, avec ou sans matériel, en rapport avec l'alimentation, avec ou sans complément. J'essaierai d'y répondre au mieux. En attendant, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau thème, et je vous souhaite une bonne muscu, un bon appétit, et forcément, restez libre. Salut!